Par l'ufologie et de l'humour, des annonces, et en 4... Le micro. Oh oui, excuse-moi, merci. Heureusement que le saut est là pour veiller au grain. Il y a l'affaire des observatoires solaires. Bon, je vais sans doute pas en parler. D'abord, c'est assez long pour en parler, et puis je crois pas qu'on ça s'adapte bien au sujet. Il y a un peu quand même, non? Ok, on verra. S'il y a du temps, j'en parle, pas de souci. J'ai préparé quelque chose. Donc, astronomie. Alors, je vais vous parler de Cérès. Cérès, c'est une nouvelle mini-planète. Autrefois, c'était un astéroïde. C'est même le premier qui a été découvert au XVIIIe siècle, en 1801, par un Italien qui s'appelle Piazzi. Mais jusqu'ici, c'était qu'un point lumineux dans le ciel. Et puis, grâce à la sonde Dawn, sonde américaine, qui est d'abord passée par un astéroïde qui s'appelle Vesta, qui est le deuxième plus gros de la ceinture astéroïdes, il est arrivé près de Cérès. Cérès, c'est quand même gros, ça fait presque 1000 km de diamètre. Et tandis que Pluton a été dégradé de planète à part entière en mini-planète, Cérès a eu une promotion inverse, il est passé d'astéroïde à mini-planète. En tout cas, au début, quand la sonde s'est approchée, on a vu ces points lumineux qu'il y a au milieu, là, vous voyez sur la partie gauche. Ensuite, quand la sonde s'est rapprochée, ça s'est résolu en cet ensemble de tâches, qui sont très certainement liées à des geysers qui ont projeté des sels. L'eau s'est évaporée et il est resté que les sels qui font ces taches blanches. Ce qui prouve qu'il y a une activité sur cette planète. Et il y a d'autant plus une activité qu'on a découvert rapidement cette énorme montagne. Elle fait 4 km de haut quand même. Hein. Pour un tout petit corps de 1000 km de diamètre, c'est énorme. Ça ressemble un peu à un barnacle, ou une barnacle, je ne sais plus, enfin, chapeau chinois. Et il n'y en a qu'un comme ça, qu'une seule montagne de ce type. Donc les scientifiques ont fini par comprendre qu'en réalité c'est de la glace, donc c'est pas très solide, et en quelques millions d'années ça s'affaisse, et ça rentre à l'intérieur du sol, ça disparaît. Ce qui fait qu'il y a sans arrêt des nouvelles montagnes comme ça, qui sont en fait des volcans d'eau et de boue. C'est-à-dire qu'au milieu il y a une sorte de source qui crache de la boue. Ça existe, l'équivalent existe sur Terre, hein, les volcans de boue, c'est connu, mais ils n'arrivent pas à des tailles aussi monumentales. Je crois que les plus grands volcans de boue sur Terre font quelques centaines de mètres, pas plus. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que ça prouve tout ça? Ça prouve qu'il y a une activité sur ce corps, ça prouve, je vais aller assez vite, ça prouve que en dessous de tout ça, il y a une couche d'eau, c'est-à-dire qu'il y a un océan sur cette couche noirâtre là, qui est faite de glace sale. En réalité, derrière, en dessous, il y a très certainement un océan. Et donc, vu toutes les sels minéraux, la présence d'ammoniac, des choses comme ça, une possibilité de vie. C'est encore un monde sur lequel on pourrait, dans le système solaire, peut-être qu'on trouvera de la vie, ou pas. C'est à étudier, à confirmer. Donc voilà pour ça que je vous en parle. Maintenant, je vais parler d'un astéroïde, un véritable astéroïde, qui fait que 1000 mètres de large. Il s'appelle Ryugu. C'est le but de la sonde Hayabusa 2. Hayabusa, ça veut dire faucon japonais. 2, parce que les Japonais en ont déjà lancé une il y a quelques années. Ça a été vraiment, ils ont eu énormément de mal pour ramener quelques écailles microscopiques au fond d'un conteneur. Et ils ne se sont pas découragés, en dépit des très grosses difficultés. Ils ont recommencé, et là, c'est bien parti pour être un grand succès. C'est pour ça que j'ai dit bravo le Japon. Source JAXA, JAXA c'est l'équivalent de la NASA au Japon. Donc, cette sonde a largué déjà des atterrisseurs japonais. Et l'idée, bien sûr, c'est non seulement de l'observer, mais d'aller à la surface, de regarder de très près de comment elle est faite, prendre des échantillons, les ramener vers l'engin principal. Justement là, je vous montre la décomposition de l'appareil. Donc la sonde, elle se trouve là en haut à gauche et en bas à droite. Elle contient ce qui est marqué en bas là, à gauche, des small landers and rovers, c'est-à-dire des atterrisseurs et des rovers. Enfin, c'est pas vraiment des rovers, les rovers ça a des roues. Là, ils n'ont pas des roues, ils ont des petites pattes. Ils détendent leurs petites pattes et ils font des bonds de quelques dizaines de mètres. Parce que la gravité est tellement faible, elle est, je crois,
80 000 fois, le chiffre je ne jurerai pas, mais c'est cette sorte de grandeur-là, 80 000 fois plus faible que sur Terre. Donc il suffit d'une toute petite impulsion pour partir. Si vous étiez là-bas en scaphandre, vous pliez les genoux, vous vous détendez, vous allez, non seulement vous allez en orbite, mais vous quittez l'astéroïde pour toujours, tellement la gravité est faible. Donc les Japonais ont déjà descendu 2 sondes. Alors, je vais vous montrer. Oui, ça c'est la sonde en route vers l'astéroïde. C'est la nouvelle méthode d'employer des moteurs électriques, plasmiques. Vous voyez, on voit ces lumières, en fait, c'est l'éjection de gaz de xénon par les moteurs. Les moteurs, il y a des panneaux solaires qui font de l'électricité. L'électricité sert à ioniser le gaz et l'éjecter à l'arrière. Et c'est très faible, mais comme la poussée est continue, au final, c'est bien plus performant que les moteurs chimiques. Et ça se généralise. Voilà les 2 sondes, les 2 petits atterrisseurs qui sont sur Ryugu. C'est un dessin d'artiste, parce qu'au moment où ils l'ont fait, ils ne connaissaient pas du tout la tête, quel aspect allait avoir le paysage. Et vous allez voir que c'est très différent de cet aspect lisse et ondulé. Alors ça a été pris pendant qu'un de ces atterrisseurs fait le saut dont je vous ai parlé. On voit déjà qu'il y a beaucoup de rochers. La tache blanche à droite, c'est le soleil. Voilà le sol de l'astéroïde. En fait, cet astéroïde, c'est un gros tas de gravats. Il y a des astéroïdes qui sont solides et d'autres qui ne sont que un rassemblement de poussières, de rochers de toute taille, de graviers. Et justement, si on va voir ces astéroïdes, c'est dans le but de les connaître pour, au cas où un astéroïde risquerait de percuter la Terre, on veut savoir comment les astéroïdes sont faits pour pouvoir lutter contre eux. Parce que dans les films d'Hollywood, on tire des missiles avec des bombes nucléaires sur les astéroïdes et puis ça résout le problème. Mais là, si vous envoyez une bombe sur cet astéroïde-là, vous allez avoir un énorme nuage de gravier et de poussière, ça va faire plus de dégâts encore sur Terre il faudra trouver un autre moyen pour le dévier, s'il était dangereux, s'il était menaçant. Bon, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Et encore une autre photo, vous voyez le genre de surface. Ça intéresse beaucoup les scientifiques pour les raisons que je viens de donner. Et puis aussi, un jour peut-être que des gens iront jouer les mineurs dans ces astéroïdes. Celui-là n'est pas très intéressant, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent contenir de l'eau, ce qui est précieux dans l'espace, ou des métaux rares comme le platine, l'or, etc. Et les Américains, oui, alors, ça c'est les Américains ont une sonde qui va arriver le 3 décembre, qui va faire à peu près la même chose. Elle est beaucoup plus costaud, beaucoup plus lourde, et elle pourra ramener 2 kg d'échantillons, ce qui est vraiment pas mal. Et avec les méthodes modernes d'analyse, ça va permettre vraiment de bien connaître ces corps. Avec l'idée aussi que ce sont des restes de la formation du système solaire, et donc c'est l'idée qui revient sans arrêt, c'est qu'on pourrait mieux comprendre la formation du système solaire en analysant ces roches qui sont natives, parce qu'on en reçoit sur Terre des météorites, et on ne sait pas trop d'où elles viennent, enfin on a des idées, mais on ne sait pas de façon certaine d'où elles viennent, et puis elles sont transformées par la traversée de l'atmosphère, souvent elles sont fondues, brûlées, et puis aussi elles tombent par terre, elles peuvent être mouillées, elles peuvent être détériorées par les conditions climatiques. Donc c'est vraiment bien d'aller sur place et de les prendre. Voilà. Par contre, là, le retour des échantillons, pour les Américains, c'est en 2023, pour les Japonais, c'est en 2020. Donc encore un endroit où une vie est possible dans le système solaire, c'est Titan. Vous savez, c'est le plus gros satellite de Saturne. D'ailleurs, si vous regardez bien cette photo que j'ai mise en bas, vous voyez Saturne à gauche, là. On voit la planète et puis les anneaux qui sont en travers. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on a découvert des tempêtes de poussière sur Titan. Et ça ressemble de plus en plus à la Terre, parce que sur Titan, il y a une atmosphère d'azote, il y a des lacs, des rivières, il y a des dunes, et maintenant des tempêtes de poussière. Voilà, c'est encore un endroit qui potentiellement pourrait abriter la vie. Bien qu'elle soit extrêmement froide, cet endroit. Hein. En surface de Titan, c'est du l'ordre de moins 200 degrés centigrades. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a des lacs, mais c'est des lacs de méthane et d'éthane. C'est l'eau est sous forme d'une glace extrêmement dure à ces températures.
Les fans de Star Trek reconnaîtront un de leurs héros préférés, mais les gens de Star Trek avaient décidé que cette personne-là, Monsieur Spock, était originaire d'une planète qu'ils appelaient 40 Eridani. Eh bien, figurez-vous que récemment, en cherchant des planètes extrasolaires, on a bien trouvé une planète à 40 Eridani, et c'est une planète susceptible de ressembler à la Terre. Donc c'est amusant, c'est pour ça que je l'ai noté. Alors, à propos des planètes océans, ouais, la dernière fois, ça c'est un petit peu le chaud et le froid dans l'astrobiologie. Des fois on trouve des planètes qui sont dans la zone habitable, c'est-à-dire qui sont ni trop loin de leur soleil où il ferait trop froid, ni trop près où il ferait trop chaud pour qu'il y ait de l'eau liquide et donc une possibilité de vie. On trouve des planètes qui par la taille ressemblent à la Terre, donc avec de l'eau liquide. Et puis ensuite arrivent des gens qui crachent un peu dans la soupe, qui sont critiques en tout cas, et ils ont raison d'être critiques, il faut toujours étudier les problèmes dans tous les sens, qui disent oui, mais ces planètes, elles sont trop légères, elles contiennent énormément d'eau. Énormément d'eau, ça veut dire un océan très profond, peut-être de dizaines de kilomètres, de centaines de kilomètres. Donc vous vous rendez bien compte que s'il y a un océan aussi profond, eh bien il n'y aura jamais d'érosion. Il n'y a pas de continent, la planète sera ce qu'on appelle une planète océan, c'est-à-dire qu'on partout de l'eau, que des flots, pas de terre émergée. Pas de terre émergée, pas d'érosion, pas de possibilité, peu de possibilités d'enrichir l'océan avec des sels minéraux. Parce que sur Terre, les zones productives, les zones de pêche, les zones où il y a des animaux, des algues, c'est au bord des continents. C'est par exemple au large de la Mauritanie ou au large du Chili, mais au plein milieu de l'océan Atlantique, au plein milieu de l'océan Pacifique, il n'y a rien, c'est un désert. Plus, si les océans sont... s'il y a trop d'eau, bah peut-être qu'il y a trop de gaz carbonique, et donc ça pourrait provoquer un emballement du réchauffement, et on arriverait à une planète qui serait invivable parce que extrêmement chaude, comme l'est Vénus. Donc ça c'était l'idée. Côté pessimiste, une vision pessimiste des choses, de ces planètes océans. Et puis récemment, comme j'ai écrit, pas si vite déclarent d'autres scientifiques, en réalité, s'il y a un océan profond, il sera parfaitement capable de contenir tout le gaz carbonique. Donc il n'y a aucune raison, enfin il y a peu de raisons que l'océan, que l'atmosphère devienne surchauffée. Et donc c'est pas du tout, voilà, pour ces gens-là c'est le contraire. C'est pas du tout, ça rend la vie tout à fait possible. Bon, on verra. Si dans le futur, je ne vais pas en parler là parce que j'en ai déjà parlé dans le passé, puis il faut que je digère un petit peu l'actualité. On va construire dans l'espace de gigantesques télescopes. Il y a même des projets, alors ça c'est un peu fou, mais je pense que c'est techniquement faisable si on décide de s'y mettre. Un télescope de 1000 mètres d'ouverture. Je ne sais pas si vous voyez le monstre. Avec un monstre pareil, on pourrait voir vaguement la forme des continents sur une planète extraterrestre assez proche, bien sûr, à quelques années-lumière ou dizaines d'années-lumière. Donc, toutes ces études qu'on fait en ce moment, qui enthousiasment les scientifiques, ça prépare le futur. Ah, là on va passer un peu à l'ufologie. Donc il y a un groupe de gens, donc avec je dirais une tête d'affiche, une tête assez connue dans les milieux musicaux, c'est Tom DeLonge, un ancien rocker, qui a fondé un groupe qui s'appelle To The Star Academy, en abrégé, ou aussi To The Star Academy of Art and Science. Donc c'est sur la première ligne de texte, à droite, TTS/AS, c'est ça, c'est le nom de ce groupe. C'est plus d'ailleurs qu'un groupe, c'est une entreprise qui est censée pouvoir un jour gagner de l'argent en décodant les technologies aliens. Bon, pourquoi pas, puisqu'ils vont se lancer dans l'analyse d'échantillons, des choses comme ça. Ce groupe en réalité a été fondé par un sénateur américain passionné d'ufologie parce qu'il a été témoin, dans sa famille il y a eu des témoins. Il a travaillé avec d'autres sénateurs américains qui eux aussi ont été témoins
pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est déjà des gens qui sont morts, et Harry Reid il est extrêmement âgé et malade, donc c'est vraiment c'est des anciens de l'ufologie. Par contre, ils ont reçu le renfort de Bigelow, qui est un milliardaire américain qui est assez connu pour son activité de construction de stations spatiales gonflables, ou plutôt qui peuvent se déployer, elles sont pliées, elles se déploient. Et puis il y a Luis Elizondo, qui est un homme de la CIA. Donc voilà, c'est ce genre de personnes. Il y a des personnes très sérieuses hein, là-dedans, dans ce groupe, et des scientifiques aussi de réputation mondiale. Alors, voilà, ça c'était l'introduction de ce groupe. Maintenant, ils ont deux actions. Ils font des publications, et ils ont un projet qui s'appelle le projet Adam, qui est un projet d'analyse d'échantillons. Donc, c'est surtout Bigelow, mais là-dessus, je ne sais pas exactement, parce qu'il y a, c'est quand même il y a du secret quand même, tout n'est pas révélé. Bigelow, en tout cas, il avait réussi à collecter des échantillons depuis assez longtemps. C'est des particuliers, des associations ufologiques américaines ou étrangères, des groupes, même des officiels des États-Unis qui lui ont donné ces échantillons. C'est-à-dire en fait des restes potentiels de crash d'ovnis ou de choses qui auraient été éjectées par des ovnis, ou peut-être des implants. Là, je m'avance un peu hein, sur les implants, je ne l'ai pas lu, mais je dis c'est comme c'est quelque chose dont on parle souvent. Bigelow s'intéresse aussi un petit peu à cette partie abduction. Donc il y a ce projet, et ce qui est intéressant, c'est que là, ils vont mettre vraiment le paquet. Ils ne vont pas simplement donner l'échantillon à un laboratoire qui va faire une ou deux analyses, et puis c'est tout. Non, ils vont faire des analyses croisées, il y aura plusieurs laboratoires, ils vont faire des analyses très poussées, avec les dernières technologies qu'il y a sur le marché. Et donc beaucoup d'argent, mais l'argent est disponible. Bon, on verra ce qu'il en sort. Hein. Peut-être que ces échantillons, pour la plupart, ne sont pas intéressants, mais ils vont les analyser. Et puis, une troisième vidéo. Alors, donc, vous avez entendu dire, sans doute, que le New York Times, en fin 2017, avait commencé des révélations montrant des vidéos prises par un F-18. Notamment, il y en avait un qui venait du porte-avions Nimitz, qui avait poursuivi un ovni. Il y a des photos qui ont été publiées aussi, qui montrent des remous dans la mer, comme si un endroit où un ovni aurait plongé dans la mer. Ce sont des vidéos officielles, tout ça, présentées par, qui viennent de la marine américaine. Et là, une troisième vidéo que je vous montrerai tout à l'heure. On l'utilisera un petit peu pour démarrer une conversation pendant l'exposé de Robert. Une troisième vidéo qui est intéressante, surtout par le contexte. C'est-à-dire, elle est officielle, et l'objet qui est photographié, filmé, n'a pas été expliqué par les militaires. Ils ne savent pas ce que c'est, donc ça peut très bien être un ovni, entre guillemets un véritable ovni. Bon. Par ça, il n'y a pas grand-chose au niveau ufologie. Bon, des vidéos, vous savez, sur Internet, ils sortent plein de choses, dont une vidéo du Canada, avec des routiers qui filment des lumières. Bon, moi, ça ne m'a pas du tout convaincu. Je dirais, si j'avais faire un pari, sans faire une analyse, hein, sans faire une étude, je vais faire un pari, je dirais reflet sur la vitre. Et puis une autre en Écosse, qui elle, ils ont vraiment filmé quelque chose, mais pareil, si je vais faire un pari, je dirais manœuvre militaire d'un hélicoptère ou d'un avion qui lâche des leurres à chaque virage pour échapper à des missiles ou à des choses comme ça. Et donc, voilà, pas très intéressant. Alors j'ai décidé de rigoler un peu. Voilà, alors c'est des dessins humoristiques. Donc là, qu'est-ce qu'il dit en anglais? On reste pas parce qu'on n'est pas autorisé à fumer dans la soucoupe. Alors l'élusivité, bah oui, parce que là vous voyez des extraterrestres qui sortent, ils sont mignons, je trouve, avec leurs cornes, leurs yeux pédonculés, et il y en a un, il dit à l'autre, bah tu bois, je te l'avais dit, il n'y en a aucun qui va nous remarquer.
Parce qu'ils sont tous avec leur... comme dans le métro, avec leur smartphone. Ça, c'est une blague d'un type différent. Ça se veut pas comme une blague, ça se voulait au début comme quelque chose de réel. Donc, c'est tiré d'une vidéo où on voit le F-18 qui est au milieu, là, sur la piste d'atterrissage, s'approcher du porte-avions. Et puis sur le porte-avions, on voit cet objet triangulaire. Alors pour ceux qui connaissent ces histoires de, comment dire, de civilisation qui se développerait clandestinement, de projets de construction d'OVNI par le gouvernement américain, mais de façon clandestine, ça serait un TR-3B. Et donc, en réalité, quand on regarde de bien de près, on s'aperçoit que si on regarde les ombres, ça ne colle pas du tout. Vous voyez, en fait, les ombres sont quasiment verticales. On le voit au poste de contrôle, là, à l'îlot du porte-avions. On voit bien que les ombres sont très rapides, sont très droites. On le voit surtout sur mon écran, je veux dire, c'est un peu flou ici, mais on voit bien que les pales de l'hélicoptère, aussi les ailes, l'ombre est presque verticale, pareil avec l'avion. Et tandis que pour le TR-3B, vous voyez, c'est décalé, et en plus l'ombre est grisée simplement. Donc ça, c'est pas possible. C'est une des preuves parmi d'autres, parce que ça a été étudié beaucoup plus en détail, mais à première vue, tout de suite, on se rend compte que c'est une blague. Bon. Moi, je dirais que ça me choque même plus, parce qu'après tout, c'est le jeu. Maintenant, c'est le jeu. Il y a plein de vidéos qui sont truquées, photo-truquées. Les gens s'amusent, ils font un peu d'argent aussi, parce que ça a été cliqué, je ne sais pas combien de centaines de milliers de fois, donc ça rapporte de l'argent. Les annonces. Oh, bah, c'est où donc, vous avez vu en entrant qu'il y a des tables là, pour moi, sur la gauche, sur lesquelles l'association du Sceau vend des livres qui ont été récoltés, livres en surplus, qui nous permet au Sceau de se financer. Le Sceau, je pense que vous le savez presque tous, mais c'est une association dont le but est d'archiver et de sauvegarder les documents ufologiques, notamment par exemple les documents qui ont été produits par les ufologues. Donc ils peuvent nous faire, nous les léguer, et donc on va les récupérer, on les trie, et pour ça il faut un peu d'argent, donc c'est une des modes de financement. Alors Lumière dans la nuit m'avait demandé de... ils ne sont pas là, finalement. Si. Ah bah si. Salut. Tu peux dire 2 mots pour dire ce que tu présentes aujourd'hui? Bonsoir, je me présente, donc je suis Jean-Louis Agneau, le nouveau directeur de publication de la revue Lumière dans la nuit, pour ceux qui connaissent la revue. Donc on vient maintenant assez souvent aux soirées OVNI de Paris, afin de présenter notre revue, qui est maintenant associatif. Parce que comme vous ne devez pas l'ignorer, Lumière dans la nuit a failli disparaître, fête ses 60 ans cette année. Donc on est quelques-uns à avoir repris la revue. Nous essayons de remettre à flot LDLN, c'est assez difficile. Et donc sur la table qui est donc sur la gauche, sur votre droite, ce soir on vous présentera des revues qu'on a sorties depuis 2 ans maintenant, avec quelques petits macarons, quelques petits objets publicitaires pour nous soutenir, surtout pour soutenir LDLN. Sinon, LDLN reste ouvert à tous et à toutes. Soit pour mettre des petites annonces que vous souhaitez rencontrer les gens ou faire des annonces pour les soirées, soit pour faire des recherches de livres que vous n'avez plus, soit pour éventuellement rechercher des revues telles que LDLN ou Uranus, pour ne pas citer, qui maintenant, Uranus n'existe plus, mais que certaines personnes ont dans leur stock aussi. Et pareil pour des articles, des témoignages, puisque le LDLN vit à travers les témoignages des gens sur le phénomène. Merci. Merci Jean-Louis. Donc en novembre, Daniel
Pénarand va venir ici, va nous parler d'OVNI nucléaire. Vous savez qu'il a fait un livre. C'est surtout un spécialiste des crop circles, mais il s'est aussi intéressé à la question de l'OVNI nucléaire. Donc voilà, c'est en novembre, ça sera le 6 novembre. Ça, je l'ai déjà présenté la dernière fois. On a décidé de ne plus publier immédiatement, c'est-à-dire dans les jours qui suivent cette conférence, les vidéos, mais d'attendre 2 mois. La partie actualité sera diffusée tout de suite, mais la partie conférence, on va attendre 2 mois pour la publier. L'idée, c'est d'essayer de... Nous, on aimerait bien... Enfin, on ne peut pas vivre s'il n'y a pas une participation du public, donc c'est pour un peu stimuler les gens à venir plutôt que d'aller dans YouTube. YouTube, c'est formidable, d'ailleurs, si on le met dans YouTube, c'est pour améliorer la diffusion de toutes ces conférences, mais on a aussi besoin quand même d'un public sur place. Et puis, c'est important pour toute la partie questions, réponses, le débat. Sinon, comment faire un débat de façon artificielle entre juste un conférencier et un intervieweur, c'est pas terrible. Eh bien, ça va être à Robert Roussel. Donc là, c'est la fiche qu'on a faite pour cette conférence. En 2 mots, Robert Roussel, qui est né en 1941, donc un petit jeune comme moi, encore plus que moi, il est journaliste, c'est un reporter militaire, un reporter de guerre. Il est aussi spécialiste de l'aéronautique. Il a été reporter caméraman, il a participé à l'émission Pégase. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais laisser se présenter. Il le fera bien mieux que moi. Moi, je peux dire simplement, c'est qu'il a écrit, je l'ai découvert via un livre qui est celui-là, voilà, que j'ai trouvé très bon. Donc, à partir de là, on a correspondu. Et puis, on a décidé de monter cette... ici. Voilà, aussi. Ainsi qu'un autre.